Alors désolé, il y a eu un petit souci technique. Nous allons reprendre avec Madame Aubatin. Donc Madame Aubatin, pouvez-vous nous parler de votre métier? Donc vous êtes agro-transformatrice et fondatrice de Fruits à Pain & Co. C'est ça. Donc j'ai fondé la société FAP & Co, Fruits à Pain et compagnie, pour valoriser le fruit à pain, puisqu'on peut proposer plein de choses avec le fruit à pain. D'accord. Et donc quelles sont les vertus du fruit à pain? Alors le fruit à pain est riche en fibres et il a tout ce qu'il faut pour bien nourrir. C'est pour ça que du coup je le transforme, puisqu'il est plein de vertus. D'accord, vous avez l'air d'être une passionnée. Surtout de la transformation, de valoriser le produit en lui-même pour qu'on le consomme de plus en plus. Justement, depuis que vous avez votre société d'agro-transformation, avez-vous innové ou élaboré de nouveaux produits à base de fruits à pain? Alors, je ne dirais pas que c'est de l'innovation, mais du coup, j'ai produit de la farine de fruits à pain. J'ai commencé à produire ma farine de fruits à pain pour pouvoir faire mes pâtisseries. Donc, proposer par exemple des moelleux au chocolat ou nature ou aussi des différents cakes. Et la farine, du coup, permet aussi aux personnes qui ne tolèrent pas le gluten de pouvoir confectionner leurs recettes sans gluten. Et ensuite, j'ai également la possibilité, j'ai proposé également les préparations pour les personnes qui n'aiment pas spécialement faire les gâteaux. Du coup, elles ont les préparations qu'elles peuvent utiliser directement. Et ensuite, vous pouvez également consommer de la confiture de fruits à pain au petit déjeuner, à tartiner, au goûter. Voilà, les confitures de fruits à pain. Donc, il y a la confiture de fruits à pain et différentes gammes. Donc, il y a fruits à pain groseille, fruits à pain passion, fruits à pain gingembre. Voilà, il y en a pour tous les goûts. D'accord. Du coup, pouvez-vous nous parler de chacun de ces produits, nous dire en quoi ils sont intéressants et comment en fait vous nous faites aimer le fruit à pain à travers ces produits? Alors, comme je disais, donc déjà la farine permet aux personnes qui ne tolèrent pas le gluten de pouvoir consommer leur gâteau habituel en mettant de la farine de fruits à pain au lieu d'utiliser de la farine qui contient du gluten. Ensuite, voilà, ceux qui ne veulent pas préparer eux-mêmes leur gâteau, il y a toute une gamme de préparations pour cake, pour brownie, pour pouvoir faire ses gâteaux soi-même sans gluten et utiliser du coup une farine locale. Il y a également le punch, bon bien sûr à consommer avec modération, mais voilà, c'est bientôt les fêtes. Il y a le punch de fruits à pain qu'on peut aussi retrouver aromatisé, café, cacao. Donc voilà, tous ces produits permettent de valoriser le fruit à pain et bien évidemment il y a d'autres produits qu'on espère pouvoir proposer d'ici l'année prochaine. Donc une belle gamme de produits à base de fruits à pain. D'ailleurs les confitures me tentent bien, elles ont l'air vraiment bien. Et donc question un peu plus personnelle, selon moi en fait, le produit qu'est le fruit à pain est le produit local à la mode en ce moment. Mais est-il revenu dans les menus, que ce soit à la cantine ou au restaurant? Alors pas suffisamment encore je trouve, mais l'association Nouvelle Voix qui m'a permis d'être ici aujourd'hui fait un beau travail dans les écoles pour justement pouvoir toucher un plus jeune public pour que des petits ils s'alimentent directement avec le fruit à pain. Et le but aussi c'est avec d'autres entreprises de se regrouper pour pouvoir fournir suffisamment de matière pour pouvoir fournir les grosses structures comme les cantines scolaires et des produits adaptés également, puisque du coup ils ont des systèmes, ils doivent préparer en grosse quantité, donc de leur proposer des produits adaptés qu'ils pourront utiliser dans leur process. D'accord, c'est sûr que c'est un produit assez riche et rempli de vertus. Donc quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui hésitent encore à se mettre au fruit à pain? Même les personnes qui n'aiment pas le fruit à pain peuvent consommer du fruit à pain, même s'il n'est pas cuit à l'eau, enfin voilà, consommer brut. En produits transformés, on découvre d'autres goûts
Et ça peut permettre à des personnes qui ne consomment pas du tout de fruits à pain à la base, au départ, de les consommer sous différentes formes, en chips, en frittelles, même les enfants qui veulent pas trop consommer le fruit à pain, on arrive à leur faire manger du coup le fruit à pain sous d'autres formes. D'accord, alors merci beaucoup pour votre intervention. Avez-vous un dernier mot à dire sur votre métier, votre passion du fruit à pain? Surtout dire que c'est du travail, hein, c'est sûr, mais je trouve que ça en vaut la peine. Le fruit à pain mérite d'être valorisé. Et je voulais surtout remercier du coup l'association Nouvelle Voie de m'avoir permis de présenter ces produits. Et merci aussi à vous de m'avoir reçu. Merci à vous d'être venue, Madame Oubatin. Merci. Donc tout de suite, nous allons voir le premier sujet du jour. Il s'agit du 105e congrès des maires qui a eu lieu à Paris. Reportage de Xavier Cordoval et Michel Depape. Le problème qui se pose en matière de logement social, c'est bien celui-là. C'est la question de la mobilité et les commodités de vie et la rapidité pour aller à son travail, pour amener son enfant à l'école, et même les deux, amener l'enfant à l'école, arriver au travail à l'heure. Donc, c'est une organisation de vie. Et Justin Pamphile le disait aussi, c'est un parcours de vie et qui emmène bien sûr un choix résidentiel. Et toute la difficulté est là quand vous avez une centralité, comme en Guadeloupe, et tout se passe autour de cette centralité. Et la production de logements, effectivement, et des logements sociaux, eh bien, et autour de cette centralité aussi, ce qui fait que ça crée un déséquilibre du territoire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un partenaire, Action Logement, qui est en capacité sur tous les territoires et singulièrement en Outre-mer, eh bien, de nous faire avoir les outils, les moyens de produire du logement, mobiliser des bailleurs sociaux, que ce soit dans la production de logements neufs. Éventuellement, Jocelyn l'a abordé tout à l'heure sur la question de la réhabilitation, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont dits insalubres et qui sont aujourd'hui en état de ne pas être occupés. Et puis, parcours résidentiel, tenir compte en fait du besoin des gens successivement de passer d'un type de logement à un autre, mais parcours de vie, tenant compte du parcours de vie des gens. À un moment donné, on commence en tant que, on va dire, salarié, on monte dans les échelles, le niveau de revenu change, donc on peut aussi vouloir accéder à autre chose. Nous alertons tous les pouvoirs publics. Hier, nous étions avec le ministre des DOM et nous alertons du fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de construction de logements neufs en Guadeloupe parce que les services de l'ADEAL préconisent qu'il y ait beaucoup plus de rénovation du parc existant. Alors nous cherchons à alerter les pouvoirs publics par tous les moyens. Et avec Action Logement, qui aujourd'hui est un des principaux financeurs du logement en Guadeloupe, donc nous essayons de mettre des partenariats en place à travers les opérations VFA, même si nous rencontrons des difficultés pour pouvoir faire sortir ces opérations, mais nous travaillons avec Action Logement sur ce sujet, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour vous rencontrer le président d'Action Logement. Si la loi SRU veut que le territoire soit équilibré en termes de logements sociaux, il faudrait que l'aménagement du territoire soit équilibré aussi. C'est-à-dire qu'il y ait de la production économique, qu'il y ait de l'aménagement et de la création d'entreprises, d'activités, de services publics, de la création d'emplois, eh bien, de manière équitable sur le territoire pour qu'il y ait une façon d'habiter, comme je le dis souvent, d'habiter le territoire de manière équitable. Le problème qui se pose en matière de logement social, c'est bien sûr. Donc voilà, Jocelyn Sapoti, Justin Pamphile et José Gadarcan nous ont parlé des problèmes de logements sociaux, de commodité de vie, de déséquilibre du territoire et de réhabilitation de logements. Nous allons poursuivre avec le deuxième sujet d'actualité. Il s'agit de construire l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans la Caraïbe. Reportage d'Olivier Félix. Réalité, comme en Guadeloupe, et tout se passe autour de cette... C'est un séminaire en fait qui clôt une première phase d'un projet de montage d'un réseau caribéen pour lutter contre le changement climatique sur les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est un séminaire qu'on construit avec 5 partenaires et en fait on fait venir des personnes de 4 territoires caribéens qui nous entourent, donc bien sûr la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi Sainte-Lucie et la Dominique. Et en fait avec ces partenaires, on construit, on échange
sur la question du changement climatique dans le secteur agricole et agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité pour parler avec mon Guadeloupe, mon Martinique, mon Sept-Lessiers, pour réellement discuter quelques bagailles qui a fait agricole plus difficile pour réaliser. Est-ce que aujourd'hui, Caibnet Adapt, c'est un projet qui a donné nous une chance, une opportunité pour réellement discuter bagaille ça à niveau holistique, moi dire comme ça. Ouais. Il y a un peu de difficultés que les paysans qui a pu réaliser. Et bien nous, aujourd'hui, nous sommes responsables pour aider eux à faire une manière de production plus facile. C'est important de participer à ce type de colloque parce que si vous voulez, intellectuellement, on a pris du temps à accepter le changement climatique, mais aujourd'hui, indéniablement, le changement climatique, il arrive. On a des aléas de plus en plus intenses, notamment les problématiques cycloniques, les problématiques de sécheresse qui touchent les agriculteurs au quotidien. Et donc, il est important de trouver des solutions face à ces problématiques. Nous avons récemment subi deux aléas très forts, Fiona et Tammy, et qui nous ont démontré qu'effectivement, ce changement peut nous faire aussi de gros dégâts. Et surtout que nous avons la charge de mettre en place une agriculture viable et durable pour notre population. C'est important de travailler avec l'ensemble des acteurs de la Caraïbe parce que si vous voulez, aujourd'hui, les aléas climatiques ne touchent pas que la Guadeloupe ou la Martinique. En fait, les aléas climatiques touchent l'ensemble de la planète et nous concernant l'ensemble de la Caraïbe. Donc les cyclones, lorsqu'ils frappent dans les Caraïbes, ce n'est pas que la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, ils ont porté des réflexions par rapport à ces sujets et nous portons des réflexions par rapport à ces sujets. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de construire ce réseau ensemble. Pas forcément d'avoir... tout le monde n'a pas la solution. Je pense qu'on a tous des bouts de solutions qu'on peut échanger. Il est 12h55 et vous êtes toujours sur le ZCL. Nous allons prendre une petite pause avec une page de pub. On se retrouve dans un instant. Il est 13h01. Nous sommes avec monsieur Stéphane Choureau. Stéphane Choureau, bonjour. Bonjour Lorenza. Donc vous êtes venu nous parler du voyage pédagogique qui a lieu à Trinidad. C'est ça, absolument. Que pouvez-vous nous dire sur ce voyage? Alors en fait c'est un voyage qui s'est déroulé du coup avec nos étudiants de BTS GPME de deuxième année qui ont eu l'opportunité de partir sur Trinidad pour une immersion pédagogique et professionnelle. Alors en fait c'est un voyage qui avait justement trois objectifs. Donc à savoir déjà dans un premier temps de permettre aux jeunes étudiants BTS GPME d'avoir une approche du contexte professionnel et économique de l'île de Trinidad. Ça a été aussi un voyage qui a eu pour objectif d'avoir une approche pédagogique globale pour ces jeunes, donc au travers de la mise en place d'interactions avec des étudiants directement là-bas, sur place, et notamment une approche linguistique, puisque là-bas, vu qu'ils parlent anglais, l'objectif était vraiment de pouvoir développer les échanges et l'interaction, donc l'appétence des jeunes pour la langue anglophone. Donc voilà. D'accord. Donc, en dehors des compétences linguistiques, qu'est-ce que ces élèves, justement, ont pu apprendre à travers ce voyage? Alors, il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont pu voir, puisqu'en fait, une des raisons principales du déplacement, ou plutôt un des fers de lance de ce déplacement, a été le fait de pouvoir avoir une approche du territoire trinidadien en matière de gestion des risques. Puisqu'il faut savoir que sur la classe de BTS GPME, la gestion des risques est un module qu'ils ont, donc qu'ils étudient. Alors, donc les étudiants ont pu, avec leur enseignante, faire une étude de la gestion des risques sur la Guadeloupe, notamment avec l'entreprise Lafarge, la cimenterie Lafarge, que je remercie de les avoir accueillis d'ailleurs, où ils ont pu avoir une approche territoriale et locale de la gestion des risques. Et donc, ça leur a permis justement de pouvoir analyser sous plusieurs angles cette gestion des risques sur le territoire trinidadien. Donc, voilà, pour ce faire, ils ont eu l'opportunité de rencontrer plusieurs types de sociétés, donc notamment des entreprises, une entreprise privée, donc à savoir la société Angostura,
qui est une société, je ne sais pas si on le verra, la société Angostura, qui est une société qui est une distillerie en fait à la base, qui est mondialement connue pour un produit phare qu'ils ont lancé en 1824, qui s'appelle l'Angostura Bitters, qui est un produit qui est utilisé dans les cocktails et dans différentes recettes de gâteaux. Ils ont aussi eu la possibilité donc de visiter les cuves comme on le voit, donc les cuves de la distillerie, donc voir un peu comment est-ce que ça se passe en termes de gestion des risques, en termes de normes de sécurité sur ce territoire. Donc pour cette société privée, ils ont aussi eu l'occasion de pouvoir visiter 2 entreprises publiques qui pour nous étaient très représentatifs du territoire. Donc la WASA, qui est la société responsable de la gestion des eaux sur le territoire. Donc où ils ont pu aborder notamment toute la chaîne de purification de l'eau et les différentes normes de sécurité mises en place sur cette gestion de l'eau sur le territoire de Trinidad, puisque sachant que c'est une île indépendante, donc il y a quand même une organisation un peu différente qui est mise en place par rapport à cette île. Donc elle est indépendante, mais en plus elle est anglophone. Donc ce qui signifie que la gestion n'est pas vraiment la même que celle qu'on connaît sur la Guadeloupe. Ils ont aussi, en termes d'entreprise publique, visité la société responsable de l'électricité qui s'appelle Tientec, là-bas sur l'île de Trinidad, où ils ont pu avoir une approche un peu plus pragmatique, avec la visite d'une centrale, avec justement la mise en place des normes de sécurité à plusieurs niveaux, donc tant au niveau humain, au niveau matériel, au niveau technique, au niveau de la formation, donc à plusieurs niveaux. Là, on a vu que les étudiants ont quand même pris à bras le corps le sujet, puisqu'ils ont eu l'opportunité d'échanger en anglais notamment, donc franchir un peu le cap que représente la barrière de la langue avec les responsables de la sécurité qui nous ont accueillis sur place. Et dans cette lancée, on a eu l'opportunité de visiter une organisation non gouvernementale, donc une ONG qui s'appelle l'Opino, qui est une ONG qui produit du cacao sur Trinidad. Donc il faut savoir que le cacao sur Trinidad est mondialement connu, donc il s'appelle le Trinitario. C'est un cacao très réputé et qui est utilisé pour la fabrication de chocolat au niveau mondial. Donc ils ont pu participer, comme on le voit dans la vidéo, à la production du chocolat du début jusqu'à la fin, et ça leur a permis de faire une comparaison entre une production artisanale et une production industrielle, et notamment aborder la mise en place de la gestion des risques sur ce type de production. Donc là on le voit dans la vidéo où on retraçait un peu la production du chocolat du début jusqu'à la fin, et s'en est suivi une bonne dégustation pour nos jeunes qui ont été contents de découvrir ce cacao qui a un goût très atypique, très atypique. Donc voilà, d'un point de vue d'une approche générale. C'est très intéressant, c'est un voyage qui a dû être assez ludique en fait pour ces étudiants de BTS. Comment les étudiants ont-ils réagi à la rencontre avec le tissu économique trinidadien ? Alors en fait, sur cette rencontre, c'est vrai qu'ils ont été plutôt surpris, parce que ça a été surprenant pour eux de voir qu'à quelques pas de la Guadeloupe, les choses se passent complètement différemment en fait. Et tant au niveau de l'entrepreneuriat qu'au niveau de la gestion courante de la vie en fait, puisque l'île de Trinidad culturellement est une ancienne colonie britannique, et donc ça a permis aux jeunes de voir les choses d'une façon un peu différente, et d'effectuer une comparaison un peu avec le fonctionnement que nous on connaît en Guadeloupe, sachant qu'en fait par le biais de l'alternance, ils ont la chance de pouvoir être à la fois étudiants mais aussi employés. Ça leur a permis vraiment de pouvoir réaliser cette comparaison, non seulement au niveau de la gestion des risques, mais au niveau du salariat d'un point de vue général. Et ça a été pour eux aussi une opportunité, enfin un outil plutôt de motivation à apprendre davantage l'anglais, puisque beaucoup d'entre eux ont eu ce déclic au niveau de la langue. Ce qui a été surprenant, c'est de voir qu'en fait beaucoup avaient des appréhensions au niveau de l'anglais au début du voyage, et sur la fin
fin du voyage, ils ont vraiment osé poser des questions en anglais, échanger avec les différents responsables de la sécurité sur les différentes structures qu'on a rencontrées et ils sont revenus avec vraiment la volonté de pouvoir perfectionner leur anglais. D'accord. Alors, dites-moi, quels sont les potentiels projets qui pourraient découler de cette expérience à Trinidad? Alors, une des chances qu'on a eues, c'est justement par rapport au volet pédagogique de ce voyage, on a eu l'opportunité de rencontrer une des étudiants en classe préparatoire sur Trinidad. Donc, il faut savoir que l'alternance n'existe pas sur Trinidad. Donc, ça nous a permis de rencontrer des étudiants, de présenter un peu l'alternance, que les jeunes puissent présenter la Guadeloupe. Et là, ils ont pu garder des contacts. Et donc tisser des échanges avec ces jeunes. Donc, il faut savoir aussi qu'en plus de ces échanges, l'ASFO tend vraiment à développer les voyages en immersion pédagogique et professionnelle pour nos différentes filières, puisque le but, c'est de permettre à nos étudiants d'élargir un peu leur horizon et de voir un peu comment est-ce que ça se passe au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial sur d'autres territoires. Donc là, on a la chance de pouvoir avoir un voyage avec les BTS SAM, donc nos deuxième années de BTS SAM qui partent à New York. On a aussi nos BTS MCO qui partent sur le territoire d'Atlanta, qui partent à Atlanta. Et on a eu aussi donc le voyage de nos masters en management commerce international qui reviennent à peine de la Côte d'Ivoire et où on aura l'occasion d'en parler sur une prochaine émission. Donc voilà, ce sont un peu les champs qui sont à développer sur ces voyages. D'accord, en tout cas c'est vraiment intéressant pour les étudiants. Au sujet des entreprises, quelles sont les entreprises locales qui ont été particulièrement mises en avant lors de cette visite et pourquoi ont-elles été choisies? Alors sur cette visite, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'avoir un certain nombre de partenaires qui nous ont accompagnés. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir promouvoir justement nos entreprises locales sur ces territoires. Donc c'est vrai que là par exemple le but a été aussi pour les jeunes qui partent sur ces voyages de pouvoir présenter un peu leur entreprise et présenter un peu les différentes activités qu'ils réalisent. Le challenge pour des territoires comme par exemple celui de Trinidad où l'alternance n'est pas présente, c'est pouvoir expliquer le concept d'alternance, et il faut savoir que chaque alternant est aussi la vitrine de son entreprise. Donc voilà. D'accord, alors dites-moi, en quoi cette expérience a-t-elle été enrichissante au niveau de la formation des BTS GPME? Alors l'enrichissement au-delà du niveau de l'aspect linguistique et humain, puisque c'est quand même rencontrer des gens qui sont sur un territoire qui est différent du nôtre et qui ont une approche entrepreneuriale et une approche professionnelle, mais aussi une approche humaine et culturelle qui est différente de la nôtre. Donc ça a été déjà un atout. La différence de la langue a été un atout pour eux aussi, et notamment pouvoir bénéficier de cet essor, en fait, ça a été vraiment un apport pour eux. D'accord. Avez-vous un mot personnel à nous dire au niveau de ce voyage qui a eu lieu à Trinidad? Alors un mot personnel, j'ai participé à ce voyage et pour moi ça a été vraiment une opportunité de mieux comprendre les challenges de la jeunesse actuellement et de voir à quel point ces voyages sont essentiels, puisqu'en fait ils permettent vraiment à des jeunes qui n'ont pas forcément quitté le territoire de voir comment ça se passe ailleurs sur la Caraïbe. Donc ça permet notamment d'avoir un déclic pour les échanges intercaribéens, de façon à ce que ces jeunes puissent avoir le déclic pour les échanges intercaribéens, mais aussi c'est un outil pour motiver notre jeunesse sur les langues, puisqu'on est dans un territoire où les échanges intercaribéens sont nécessaires, et pour les favoriser, l'anglais et l'espagnol sont importants. Donc ça m'a permis de mieux comprendre les challenges de cette jeunesse, de façon à pouvoir mieux les accompagner.
D'accord, alors pour terminer, quels sont les enseignements clés que les étudiants ont tirés de leur immersion au sein de cette entreprise, au sein des entreprises locales à Trinidad? Alors, les enseignements clés, il faut savoir que c'est surtout l'aspect pédagogique qui a impulsé ce territoire, qui a impulsé ce voyage. Comme je l'ai dit précédemment, on a pu avoir une première approche avec la société Lafarge ici au niveau local qui nous a donné l'opportunité, qui a donné l'opportunité au BTSG PME d'avoir une approche de la gestion des risques sur le territoire local. Et c'est la raison pour laquelle on a pu réaliser un comparatif optimal en fait là-bas, où les jeunes se sont retrouvés dans des situations où ils ont pu réaliser un diagnostic et une comparaison entre la manière dont la gestion des risques se passe au niveau de la Guadeloupe et au niveau d'un territoire d'une île indépendante et anglophone comme Trinidad. Donc c'est là où ils ont pu avoir une comparaison, apporter une analyse, un diagnostic et apporter certaines réponses aux questions qu'on se pose sur le territoire là-bas. D'accord, eh bien écoutez, Monsieur Stéphane Choureau, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Alors, nous allons poursuivre avec la seconde partie de l'actualité. Il s'agit d'un ciné-débat organisé par Ciné Roulé en partenariat avec Mahogany sur la thématique des violences faites aux femmes. Un reportage de Vianney Valverde. Il est trop marrant, Moussa. C'est vrai, chérie, je suis contente que tu t'entendes bien avec lui. Sa maman, elle a dit que je pouvais aller à son anniversaire. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au soir-là, nous avons beaucoup à l'association Mahogany là. Nous avons un débat, on filme sur la violence faite aux femmes. Au soir-là, nous avons un débat avec des intervenants comme avocats, la police municipale de Sainte-Rose, et des associations qui ont contre le harcèlement et la violence faite contre les femmes. Nous avons, pendant les grandes vacances, pour coutume d'accueillir les enfants du quartier afin qu'ils ne restent pas devant les bâtiments. Et donc, pour pouvoir accueillir les enfants, il faut aussi les occuper. Et donc, on a fait un partenariat avec Ciné Roulé la première année où nous avons accueilli les jeunes. Donc, nous avons accueilli des jeunes de 7 à 17 ans. Et la collaboration s'est très très bien passée. Et donc effectivement, quand il y a des petites séances de visionnage comme ça, le partenariat se fait tout naturellement. Et donc là, nous avons essayé de faire quelque chose qui dure sur un mois où tous les 15 jours, nous avons une séance de cinéma en plein air. Voilà. Aujourd'hui, nous avons convié tout le public parce que nous savons qu'à secteur, nous avons un public qui est un peu difficile, un peu mixé. Déjà entre les Keltis, ni Keltis haïtiens, ni Keltis dominicains, ni guadeloupéens, ni jeunes femmes, jeunes hommes, et ni Adanyo qui ni des problèmes d'addiction et compagnie. Alors c'est pour ça que nous allons mettre des balles à ça qui est ouvert au grand public jeudi. Moi je pense que Ciné Roulé, ce qui est pour nous très important, c'est d'investir dans l'humain. Et le retour, c'est plus de socialisation, plus de vivre ensemble, plus de partage et une plus grande solidarité entre nous. Je crois que c'est important de mettre cela en avant dans un monde très individualiste, dans un monde où l'argent prime sur l'humain. Nous parions d'abord sur l'humain avant de parier sur l'argent. Donc voilà, un événement qui s'est déroulé le mardi 21 novembre 2023 à 19h sur le terrain de basket de la Boucan. C'était donc une projection suivie d'un débat. Nous allons Nous allons poursuivre par un autre sujet d'actualité. Il s'agit des sportifs de haut niveau qui font la promotion de leur sport dans les écoles. Un reportage de Charlie Dagonia. Représentez votre sport. Le programme APQ 30, c'est activité physique quotidienne 30 minutes, vise à faire bouger chaque jour les enfants. C'est développer l'activité physique, c'est aussi permettre de calmer parfois le climat scolaire parce que les enfants peuvent se défouler et on se rend compte qu'en ayant une activité physique, ils arrivent aussi mieux à se concentrer dans les apprentissages. Aujourd'hui, nous nous sommes préparés pendant tout le matin pour pouvoir accueillir Monsieur Thomas Debière. Nous avons
dessiné des planches, nous avons peint des planches et même dessiné des planches sur le sol de l'école. Je pense que c'est quelque chose qui est important, surtout à cet âge-là. On a besoin d'avoir un peu des sportifs ou alors des personnes qui nous inspirent à faire quelque chose. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, le surf qui n'est pas très développé, je pense que c'est aussi important que ces enfants-là puissent découvrir aussi une pratique qui est un peu différente de ce qu'on va pouvoir proposer aussi à l'école. Donc ouais, moi ça me fait vraiment plaisir de venir faire un peu découvrir ma passion ici. Ouais. C'est aussi un surfeur très détendu. Nous avons fait de la pokéball. C'est un petit jeu pour se détendre qu'on fait souvent l'après-midi. Nous lui avons fait faire un petit tour avec une pokéball pour voir s'il était doué. Je leur dirais de suivre une passion s'ils en ont une, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel autre milieu, mais que voilà, la vie est courte et que s'ils ont quelque chose, un rêve, qu'ils aillent le réaliser et le poursuivre parce qu'on n'aura pas des opportunités toute notre vie pour le réaliser. Nous avons fait ça en l'honneur de Thomas Debière. Toute la classe a fait ça et ça représente des surfeurs. C'est toutes les écoles qui sont concernées, donc évidemment on y travaille. Et une opération comme aujourd'hui avec Thomas Debière, qui est un champion de surf guadeloupéen, est aussi une manière de créer de l'émulation avec les élèves. Il fait partie de l'équipe de France des APQ 30. Il y a plus de 150 sportifs au niveau national qui se sont engagés pour venir soutenir cette APQ 30 en se présentant dans les écoles et en échangeant avec les enfants. Donc voilà, Madame Christine Grand-Ziegler qui nous a parlé du programme APQ 30 et Thomas Debière est parti à la rencontre d'élèves pour parler de son sport. Nous allons poursuivre avec une seconde page de pub avant de partir à la rencontre de Madame Josée Turlepin. Il est 13h28, on se retrouve pour la dernière partie du ZCL et nous sommes avec Mangipon. Mangipon, bien bonjour. Bien bonjour Lorenza, on compte en voir. Ah, moi aussi, on compte en voir. Donc pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de ce nouveau festival? Alors, un retour, dans la chronique d'aujourd'hui, je voulais faire un retour sur le premier festival international de quadrille de la Guadeloupe qui a eu lieu du 7 au 12 novembre dernier et revenir dessus en images avec des vidéos et surtout pour parler de l'objectif de ce festival. Alors, quels sont les instigateurs, quels sont les complices de ce festival? Donc c'est la FREGAC, donc Fédération des activités de quadrille de la Guadeloupe qui englobe toutes les activités de quadrille qu'on peut trouver sur le territoire, et la GECAM. Donc ce sont ces deux associations qui ont eu la belle idée de faire le premier festival international de quadrille de la Guadeloupe. Et je suppose que tu as envie de me dire, est-ce que premier, ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Forcément, il y en aura d'autres. Et ce festival va se tenir chaque 2 ans, comme il est international, avec des invités. Donc cette année, nous avons eu comme invité la Pologne. Invité présent la Pologne et de nombreux pays européens étaient invités, mais ils n'ont pas pu venir parce que la situation géopolitique est quelque peu compliquée et il y a des difficultés sur le visa. On attendait aussi Cuba qui n'a pas pu venir pour des raisons de visa, et on a reçu la Martinique. La Martinique, une de très belles danses, et un quadrille de la France, les Cisteronnais. Et naturellement, 47 associations de Guadeloupe qui ont fait le show pendant toute la semaine pour montrer les particularités de leur quadrille. D'accord, intéressant. Donc une belle diversité de cultures. Absolument. Alors l'intérêt aussi, c'était d'avoir un regard croisé sur tous les quadrilles qui se dansent dans le monde, parce que le quadrille est une danse, mais on sait très bien que les danses sont directement influencées par le contexte politique, économique et qui se joue dans le pays. Donc on voulait voir comment ces quadrilles ont évolué, quels sont leurs contours de définition aujourd'hui, et surtout comment ils se vivent. Donc vraiment une rencontre avec ce regard croisé, chacun
chacun sur son quadrille et même les danses, les formations musicales qui accompagnent ces quadrilles. D'accord, justement, Menture Lupin, est-ce que vous pouvez développer Mangipon, pardon. Est-ce que vous pouvez développer et nous parler du quadrille et de ses origines à travers le temps? Alors, le quadrille est une danse très très ancienne qui s'est construite par étapes sur une très longue période. Donc, selon Michel Guilcher, un auteur qui a consacré une très grande partie de ses recherches sur la contredanse française, ce quadrille est lui-même un mélange de 3 types de danse. Donc, et ce quadrille, en fait, va regrouper 3 esthétiques différentes. Donc, on aura dans un premier temps, on va retrouver les country dance venues d'Angleterre. Donc, d'où les danses répétitives qui se croisent, ça rappelle un petit peu la country. On aura aussi comme influence les branles. Ce sont des danses régionales qu'on trouve surtout pendant la Renaissance dans les campagnes. Donc, ils sont un petit peu comme des comptines dansées et chantées, où on frappe des mains, on chante en même temps. Donc, on retrouve cet aspect-là et cette coloration dans le quadrille. Et enfin, la belle danse ou les ballets du roi. Donc, qui se dansait à la cour. Et on reconnaît tout à fait cette influence dans le quadrille avec sa grâce, son développement, comme si on était dans un salon. Donc, la belle danse se danse dans les salons. Donc, c'est ce qui peut aussi expliquer pourquoi on dit que le quadrille est au départ une danse de salon. Donc, un mélange de 3 esthétiques différentes. Donc, le quadrille va évoluer très lentement. On peut dire que comme l'évolution va commencer dès le début du directoire jusqu'au milieu du 19e siècle. Et à partir du 19e siècle, il va se fixer et il n'évoluera que très peu dans sa forme générale. D'accord. J'y pense. Oui, dis-moi. Alors, selon vous, comment perpétuer cette belle tradition Alors, avant Lorenza, je vais t'expliquer que ce quadrille, il est composé de contredanse. Oui. Donc, contredanse et ce qu'on appelle les figures. Donc, chaque contredanse est une œuvre originale qui pouvait à l'époque se danser séparément. D'ailleurs, elles se dansaient séparément. Donc elles avaient une organisation indépendante les unes des autres. C'est des œuvres originales complètes. La particularité du quadrille français, c'est qu'il a sélectionné et regroupé, fixé ces contredanses dans un ordre bien particulier, dans un pot-pourri particulier. Et dans ce quadrille français, il y aura une succession de figures. Donc, pantalon, les connaisseurs de quadrille, je vous fais un petit clin d'œil. Pantalon, l'été, la poule pastorelle et une figure libre pour la finale. Donc, le quadrille français va fixer ce contenu de cette façon qui sera fixe et immuable. Alors, au départ, le quadrille a évolué, mais dans une complexité inimaginable, des complexités de pas, des complexités de figures, des complexités de déplacement, tout simplement parce qu'on voulait que la difficulté puisse en faire par elle-même une sélection. Donc, c'était tellement compliqué que seules les personnes initiées pouvaient danser ce quadrille. Vers le 19e siècle, la fin du 19e siècle, il y a une évolution notable. Le quadrille va devenir au contraire une danse récréative. On va la simplifier. On va simplifier les figures, on va simplifier les compositions musicales pour qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre. Son objectif est devenu de distraire. Danse récréative. Donc, dans les bals apparaît une nouvelle figure qui est le commandeur du bal, où c'est lui qui va annoncer au micro la succession des figures que l'on va danser. Donc le quadrille, il est populaire, il s'ouvre, il est accessible, il est facile à danser, puis surtout, il est enjoué. C'est une danse récréative, une danse du plaisir.
Cependant, Lorenza, le quadrille, c'est comme une fièvre. À l'époque, tout le monde danse le quadrille, tout le monde a envie de danser le quadrille. Et le quadrille va détrôner d'autres danses, comme le menuet, des danses beaucoup plus anciennes, qui désormais vont devenir danses anciennes pour laisser place au quadrille. Les colonies ne font pas exception à cette fièvre et le quadrille va arriver dans les colonies avec la colonisation, avec les colons. Cependant, on connaît le contexte politique, économique de la colonie, de l'habitation, et ce quadrille va changer dans ses formes, dans ses règles et dans sa définition. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Naissance, origine des quadrilles créoles en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ce quadrille, comment il a été détourné de son objectif premier. D'accord, le quadrille, une très belle danse que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. En Guadeloupe, quel quadrille est pratiqué? Le quadrille français? Alors, le quadrille français, parce que nous sommes beaucoup issus de cette colonie française. On a gardé de très grands restes de cette colonie française. Le quadrille français, naturellement, il va arriver aux colonies et il sera adapté aux conditions et au contexte du territoire. Donc c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie sur l'origine et la naissance des quadrilles créoles. Là, on parlera plus de quadrilles français, mais de quadrilles créoles avec leurs particularités, leurs codes et surtout leur esthétique. D'accord, pour terminer, Manjipon, avez-vous un mot à dire aux jeunes d'aujourd'hui pour les inciter à s'intéresser au quadrille? Alors, j'ai envie de dire aux jeunes de s'intéresser au quadrille, mais s'intéresser de façon beaucoup plus globale à la culture, à ce qui constitue notre patrimoine. Quand un peuple n'a pas de mémoire de son patrimoine, c'est un peuple qui est amené à mourir. Et la jeunesse, le quadrille fait aussi partie de votre mémoire collective, de ce qui nous unit sur ce territoire, de ce qui va nous singulariser. Donc, c'est presque une obligation de connaissance que d'apprendre le quadrille, même si on ne le pratique pas, mais il faut le connaître. Dans les délégations qui sont venues présenter leur quadrille, nous avons été fort étonnés qu'il y ait beaucoup de jeunes à la fois musiciens, mais beaucoup de jeunes qui pratiquaient cette danse, mais de très très jeunes, des enfants de 8 ans, et c'était intéressant de voir comment un enfant de 8 ans dans ce quadrille avec son grand-père. Donc c'est vraiment une danse qui se transmet en la pratiquant, et j'invite tous les jeunes dans les écoles, dans les associations qui pratiquent cette danse, de se rapprocher parce que vous êtes des curieux et la culture, la connaissance n'a aucune frontière. Donc allez-y, tous les jours apprenez, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes et aux plus vieux aussi, parce que ma foi, Lorenza, c'est ce quadrille créole qui va nous distinguer en France, par exemple, d'un quadrille cisteronnais. Et cette signature, il est important que nous puissions connaître, comprendre les origines de ce quadrille et pourquoi aujourd'hui il a cette signature qu'on dira quadrille guadeloupéen, et être fier de dire le quadrille guadeloupéen. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas les vidéos. J'avais emmené des vidéos de ce festival de quadrille et moi je dis au festival de quadrille longue vie et rendez-vous dans 2 ans. Et pour terminer, j'ai envie de dire balle finie, violon en sac, à la reprise. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, Manjipon. Je profite pour vous dire que vous êtes resplendissante. Merci Lorenza, vous aussi. Merci, c'est très gentil. Voilà, et je porte en fait ce qui nous distingue dans notre costume. Donc ma tenue est créole et créolisée. Voilà. Et très belle d'ailleurs. Merci. Mais de rien. Donc nous avons terminé avec Madame Josée Turlupin, dit Manjipon. Pour cette dernière partie du ZCL, nous allons voir encore l'actualité avec un reportage de Maurice Cessé.
Outre-mer News, je me trouve ici à les Moulineaux pour cette journée consacrée aux élus d'Outre-mer dans le cadre du congrès des maires de France. C'est en fait le 105e congrès. Et évidemment, tous les thèmes vont être abordés pendant 5 jours ici, d'abord ici où nous nous trouvons, mais après à la porte de Versailles. Concernant les Outre-mer, eh bien le foncier a été l'un des thèmes abordés tout au long de cette matinée ici, et puis le coût de la vie. Nous avons pu interroger quelques élus venant des régions d'Outre-mer. Non, la question du foncier est une question essentielle pour nous en Guadeloupe, donc aménager, et puis aussi la maîtrise du foncier. Alors, il y a un premier sujet, un premier gros problème, c'est la vie simple qui est donnée au niveau hexagonal du CDPNAF, et un autre maire, le CDPNAF, donne un avis conforme et qui nous bloque. Moi, je suis pour, effectivement, qu'il y ait une maîtrise du foncier, qu'on ne laisse pas les promoteurs faire n'importe quoi sur le foncier, mais il faut laisser aux élus locaux cette liberté d'agir et de dire qu'est-ce qui est bon pour leur territoire. Bien entendu, il y a un contrôle de l'État, on est dans la République, qu'il faut accepter. Après, le deuxième sujet, c'est la question du littoral. On est sur un territoire ultramarin avec ouverture sur la mer. Il y a trop d'intervenants sur le littoral. Entre l'agence 50 pas géométrique, entre le conservatoire du littoral, entre l'ONF et puis les services de l'État, en particulier la DEAL. Et on a ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Quand on a un projet d'aménagement sur le territoire, on a toutes les difficultés. Quand par contre, qu'il s'agit par exemple de faire intervenir la police de l'environnement, on dit c'est au maire. Oui, je suis concerné par ce dossier du foncier. Je suis membre des 50 pas géométriques. Mais c'est vrai que nous avons trop d'interlocuteurs. C'est vrai par rapport au Conservatoire du littoral, l'ONF et évidemment, je dirais, les 50 pas géométriques. Alors, nous devons, moi j'ai une convention de gestion par rapport au littoral. Nous avons, mais des fois, nous rencontrons quand même des difficultés. Quand il s'agit effectivement des traits de côte, où nous avons aussi des riverains qui ont pratiquement des fois propriétaires lames battantes et les gens ne peuvent pas circuler. Normalement, on devait faire le tour de la Guadeloupe à pied. Et on se rend compte que finalement, nous avons des problèmes. Et ça revient des fois au maire. Le maire, les maires que nous sommes, nous avons des difficultés à faire comprendre qu'il faut laisser, je dirais, cet espace pour circuler la population. Alors donc c'est un vaste sujet. Je pense que nous devons travailler en synergie, mais laisser les maires, effectivement, régler les problèmes que nous connaissons. Donc on revient pour un récap de l'émission. Aujourd'hui, nous avons vu Madame Julia Aubatin, fondatrice de Fuyapin & Co, qui nous a parlé de son métier. Nous avons eu l'intervention de Monsieur Stéphane Choureau, chargé de communication à l'ASFO, qui nous a parlé du voyage en immersion professionnelle et pédagogique à Trinidad. Et pour terminer, nous avons reçu Madame Josée Turlepin, dit Mangipon, qui est chroniqueuse du ZCL. En ce qui concerne l'actualité, nous avons parlé du 105e congrès des maires qui a eu lieu à Paris. Ensuite, nous avons vu le sujet de construire l'avenir de l'agriculture et agroalimentaire dans la Caraïbe. Par la suite, nous avons vu le ciné-débat organisé par Ciné Roulé en partenariat avec Mahogany sur la thématique des violences faites aux femmes. Et en dernière partie, nous avons vu les sportifs de haut niveau qui ont fait la promotion de leur sport dans les écoles, ainsi qu'un reportage de Maurice Cessé. Donc voilà, nous nous retrouvons demain pour un nouveau ZCL. Je vous dis, passez une bonne après-midi et à demain. Les héros de la forêt Calouchira, Sylvain Le Lutin et Calou sont de retour. Venez assister à la comédie musicale de Winnie Kauna, L'initiation de Calou. Un spectacle féerique pour petits et grands au Memorial Act et l'Archipel. Infoline 06 90 62 40 52.
pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? À part là, on y est bien. I always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping. Une crème naturelle, efficace pour toute la famille. Obioma vous présente la Centella asiatica, antibactérienne, cicatrisante, apaisante, réparatrice aux multiples indications, dermite séborréique, coup de soleil, brûlure, piqûre d'insectes, poils incarnés, eczéma, psoriasis, syndrome pieds-mains-bouche. Retrouvez-la dans vos pharmacies ou sur le site www.obioma.fr.